Salut à tous, on est le matin tôt, je parle pas trop fort, tout le monde est encore endormi. J'ai pris du retard, donc c'est la vidéo de hier. J'espère que vous aurez la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. C'est un livre écrit par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin anesthésiste et réanimateur à Toulouse. Toulouse, yay! Toulouse, superbe ville. Donc ce médecin en fait fait plusieurs recherches et travaille notamment auprès des mourants, des personnes qui ont fait les NDE, en anglais c'est les Near Death Experience, les expériences proches de la mort. Il y a plusieurs noms pour décrire ces expériences, pour les nommer. Avant on parlait d'EMI, expérience de mort imminente, et maintenant il préfère parler d'EMP, expérience de mort provisoire. Docteur Jean-Jacques Charbonnier emploie ce terme, mort provisoire, parce que pour lui on est vraiment mort. Cliniquement, les études qu'il a faites montraient vraiment une extinction totale de l'activité cérébrale, mais les personnes sont revenues à la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles racontent ce qu'elles ont vécu. Elles sont revenues à la vie. L'expression on n'est pas revenu de la mort, personne ne peut raconter, personne n'est revenu de la mort, n'est plus valable. Donc il a écrit ceci, il a écrit plein d'autres livres pour parler de ses découvertes, de ses recherches. Celui-ci est sorti en 2015 aux éditions Guitry Daniel. Depuis, il y a 2 autres livres que je t'encourage à lire, à me faire un résumé, parce que j'aimerais beaucoup connaître le contenu des 2 suivants. Je crois que le suivant s'appelle La conscience extra-neuronale, et le dernier, qui est sorti très récemment, s'appelle 7 choses. Donc pour en revenir à ce livre, 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Très très chouette. Alors effectivement c'est un livre à garder, à conserver et à relire, je dirais presque peut-être dans les moments où on doute. Dans les moments de doute, je pense que ça peut aider. C'est pas le livre à lire quand tout va bien, parce que je pense que malheureusement l'être humain a besoin de douleur et de souffrance pour apprendre, et quand tout va bien, il ne se pose pas suffisamment de questions. Donc, docteur Jean-Jacques Charbonnier travaille avec les mourants, les personnes qui ont fait des EMP, des AMI, et notamment dirigé 2 thèses, dont une qui a été validée par le conseil des médecins, pour que le médecin qui a déposé cette thèse les valide et devienne médecin sur les EMI et les NDE. Donc ça veut dire que ça a vraiment été validé en France officiellement, puisque ça l'est dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc ce livre se divise en 3 parties, 3 grandes parties. En tout premier, il parle du fonctionnement de la conscience. Ensuite, il parle du fonctionnement du bonheur. Et ensuite, il donne ses clés. Ça ne sert à rien d'aller au troisième, ce que j'ai fait directement. Évidemment, tout à la fin, pour avoir les clés, en fait, il y a besoin d'explications et de cheminer dans sa tête. Alors, le fonctionnement de la conscience. La définition du Larousse dit que, en fait, la conscience, c'est une connaissance intuitive de sa propre existence, de l'existence du monde qui nous entoure, par les 5 sens notamment. Il pose la question, est-ce que cette conscience est continue? Puisqu'a priori, elle ne le serait pas quand on est dans le coma, quand on dort, quand on est mort cliniquement. Et bien non, elle existerait toujours, elle serait toujours là, puisque les personnes en sommeil arrivent à résoudre des problèmes qui se posent. Les personnes dans le coma, quand elles sont réanimées, qu'elles soient à nouveau conscientes, racontent des scènes extrêmement précises et qu'elles n'auraient pas pu prendre connaissance si elles étaient inconscientes. Et le plus important et le plus stupéfiant, le plus improbable, incroyable, sont les personnes qui sont mortes cliniquement pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs heures, et qui viennent raconter des scènes extrêmement précises, des scènes où elles n'étaient pas, parce qu'elles ont cette capacité, comme elles racontent, il n'y a pas de temps et d'espace, donc de se déplacer quand elles veulent, où elles veulent, de traverser les murs. Mais nous ne sommes pas en mesure de savoir quand est-ce que nous passons d'un état à l'autre, d'une conscience analytique, donc où le temps est omniprésent, on a la conscience du passé, du futur, on est dans un lieu incarné, posé, on ne peut pas se déplacer comme ça,
il y a des règles sociales, on a la conscience de soi, et cette conscience finalement intuitive, qui est totalement l'opposé, qui s'allumerait, on ne sait pas trop comment, où les personnes ont une connaissance immédiate de tout, elles le décrivent très bien, hein, elles se rendent compte que quand elles sont dans cet état de mort provisoire, elles ont connaissance de tout, toutes les questions qu'elles se posent. Elles peuvent résoudre tous les problèmes, même certains disent des problèmes mathématiques extrêmement difficiles alors qu'ils sont nuls en maths, voilà, sur la Terre incarnée. Ils sont dans le ici et maintenant et ils ont une conscience du moi, mais vraiment différente, c'est-à-dire qu'ils décrivent tous faire partie d'un tout, être une petite partie d'un tout et être relié à tout, à toi, à moi, à une fleur, à l'infini. Voilà, donc ici sur Terre, il faut bien voir que nous sommes entre deux, parce que si nous étions selon lui que dans la conscience analytique, matérielle, et voilà, en ayant tout le temps besoin de preuves, etc. Pour tout, nous serions des robots. Et si nous n'étions que dans la conscience intuitive, nous serions carrément des illuminés. Voilà, il faut essayer de trouver un juste équilibre, en tout cas sur cette planète. Voilà, finalement, il arrive à être d'accord avec toutes les philosophies orientales qu'on va plus citer, comme le bouddhisme, etc., qui pensent qu'il faut savoir sortir de cette analyse matérielle et cartésienne, je dirais presque, et arriver à se connecter à autre chose. Alors, ces expérienceurs, c'est pas 100% des personnes qui sont mortes cliniquement, c'est que 18% des cas, 65% pour les enfants, ça je le sais de par ailleurs, mais ici il dit 18% des cas pour ces adultes-là, qui disent donc pouvoir traverser le temps et l'espace, qui parlent de télépathie, puisqu'ils racontent qu'ils rencontrent d'autres défunts, donc qui connaissent, ou pas forcément, qui connaissent, parfois qui découvrent et dont ils comprennent l'identité à leur retour. Des êtres de lumière, ils les décrivent comme des êtres de lumière, des êtres extrêmement lumineux, et ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la parole, en fait, ils se connectent directement et ils parlent par télépathie. Alors, en étant anesthésiste, il a remarqué que la kétamine qui est utilisée pour les anesthésies générales engendre ces phénomènes de sensation, voilà, d'être illimité, omniprésent, etc. Mais en tout cas, les personnes qui ont fait ces NDE sont totalement transformées à leur retour. Ils reviennent changer définitivement et persuadés que la vie se poursuit. Vous disent témoignent que en fait, il n'y a rien de plus réel et de plus concret en fait que ce qu'ils ont vécu alors qu'ils étaient morts. Ils vous disent que vraiment ils étaient extrêmement conscients, alors qu'effectivement tout ici matériellement prouvait que leur cerveau était éteint, qu'il ne fonctionnait plus parce qu'au bout de, je ne saurais plus vous dire, au bout de quelques secondes, on sait que le cœur s'est arrêté, on sait que l'activité cérébrale cesse. Et très rapidement, toutes les hormones baissent, même si l'activité cérébrale s'arrête, il y a quand même une baisse d'hormones progressive. Et on sait qu'au bout de quelques heures, voilà, c'est totalement fini. Et voilà, ces choses sont un peu inexpliquées, en tout cas pour ceux qui ont besoin de tout analyser et de tout expliquer mathématiquement, cartésiennement, scientifiquement. Pour être en contact avec sa conscience pure, il faut se débarrasser totalement de son mental et de son ego, tout en faisant abstraction du passé et du futur. Ceci revient donc à n'écouter que sa conscience intuitive, qui est dans l'ici et le maintenant. Notre conscience pure n'a aucun sentiment négatif de haine, de colère, de jalousie ou de rancœur. Elle nous permet d'évoluer en faisant les bons choix de vie. Méditer, en se concentrant préalablement sur ces objectifs-là, permet de la retrouver assez facilement. En ce qui me concerne, je fais appel à elle à chaque fois que j'ai une décision importante à prendre. Pour ce faire, je m'isole dans un endroit calme et je répète mentalement plusieurs fois, ici et maintenant, en me concentrant exclusivement sur cette pensée, tout en imaginant un ressort que l'on remonte. Cette image de ressort facilite ma sensation de montée progressive en énergie positive. Ensuite, quand toutes mes idées parasites sont chassées de mon esprit et que je me sens entièrement présent dans l'ici et le maintenant, je prends une inspiration très profonde et j'expire longuement et lentement.
Sans les identifier, j'imagine les pensées négatives de ma conscience analytique expulsées par le souffle de mon expiration. Tandis que les informations de ma conscience pure pénètrent en moi pendant l'inspiration, je ne cherche pas à isoler ou à décrypter les informations. Je les laisse couler en moi, j'expulse le négatif, j'emmagasine le positif. Il y a quelques bons conseils concrets pour le coup dans ce livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est bien joli de parler, même de dire voilà concrètement il y a telles expériences. Moi je trouve ça très très bien. Ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens. Je pense que les gens doivent expérimenter. D'ailleurs beaucoup qui ne croyaient en rien, qui pensaient qu'au-delà de la mort il n'y avait absolument rien, tout était fini. Beaucoup de ces personnes évidemment sont plus que convaincues et voilà, il faut expérimenter, alors pas la mort, hein, il faut expérimenter de la méditation, essayer de se reconnecter à tout ça, plutôt que d'essayer de convaincre. Et lui donne vraiment des bons outils pour démarrer, pour tenter d'y arriver. Et donc voilà, et il a une théorie que je trouve très sympa. Pour lui, il y a beaucoup de découvertes importantes qui sont produites simultanément, mais à l'autre bout du monde. Et ce serait pour lui le fait que des chercheurs étaient certainement connectés au tout, s'étaient connectés de leur propre conscience analytique et ont capté. Alors évidemment, des chercheurs comme des scientifiques comme Tesla ou Einstein avaient aussi la possibilité, une fois revenus, de développer les preuves mathématiques. Mais les déclics, les intuitions qu'ils ont eues étaient très certainement, pour le docteur Jean-Jacques Charbonnier, le fait qu'il savait se connecter à ce grand tout. Un autre outil concret pour expérimenter le fait de se connecter à tout ça, ou tenter de comprendre mieux les choses. Pour se connecter à un récepteur cérébral et lui envoyer des informations télépathiques, il faut se débarrasser de toutes les idées parasites de la conscience analytique et se concentrer sur sa cible. Personnellement, pour réaliser ce mode de connexion, je m'isole dans un endroit calme, ce peut être dans ma chambre, allongé sur un lit ou en pleine nature, assis face à un paysage reposant ou bien encore couché dans l'herbe à contempler le ciel. J'essaye d'être le plus détendu possible. Je ferme les yeux, je respire lentement et profondément, tous mes muscles sont relâchés et j'imagine que mon corps n'existe plus. Je ne suis plus que l'esprit qui l'habite. Je pense à la personne choisie jusqu'à ce que son image apparaisse dans mon esprit. C'est durant cette courte période que la transmission télépathique est possible. Dès que ma cible est devant moi et que son regard croise le mien, je sais que c'est le moment de lui délivrer mon message. Celui-ci est généralement destiné à donner du courage, de la force et de l'énergie pour une épreuve à affronter, un examen à passer, une maladie, un entretien d'embauche, une opération chirurgicale, etc. Et ça marche, je suis persuadée que ça marche. Il m'est arrivé bien souvent de recevoir un coup de téléphone ou un email de la personne sur laquelle je me concentrais seulement quelques minutes ou quelques secondes plus tôt. Essayez, vous serez surpris du résultat. Bon, je suppose que les personnes qui ont vraiment vécu ce genre d'expérience, de penser à une personne qu'elle n'avait pas vue, croisée, ou à laquelle elle n'avait pas pensé depuis des semaines, voire même des mois, la contacte, je fasse un petit mail, un texto ou l'appel, et pour lui, voilà, il expliquerait par le fait qu'on est tous interconnectés au tout. Deuxième grande partie, le fonctionnement donc, du bonheur. Évidemment, il encourage à faire des exercices comme ça de concentration, comme je viens de vous lire, mais aussi d'être attentif aux signes. Alors effectivement, ne pas tout interpréter comme des signes de personnes qui répondraient à ses attentes, mais d'essayer pour le coup, en toute conscience analytique, de voir quand même que les choses ne sont pas forcément du hasard. Et pour la définition du Larousse sur le bonheur, c'est un état lié à une complète satisfaction. Après, il donne plusieurs définitions philosophiques, religieuses, etc. du bonheur. Mais intéressons-nous aux définitions du bonheur des expérienceurs, qui pour eux, la définition du bonheur, c'est un contact avec un amour et avec la lumière. Ils décrivent ceci comme ça. Alors, un retour d'expérience que j'ai beaucoup aimé découvrir.
Cette lumière m'aimait comme jamais quelqu'un ne pourra m'aimer. Cette lumière me parlait. Elle parlait à mon cœur, elle parlait à mon âme, elle me parlait sans les mots. Je savais tout sur tout. Elle me montrait la vie, mes vies passées, mes vies futures, et tout cela devenait logique. Même les plus grands drames, même les maladies et les infirmités. Je comprenais enfin que les malheurs étaient des bonheurs, que les douleurs étaient de l'amour, que la misère était de la richesse. Mais au moment où j'allais devenir à mon tour lumière, elle me dit qu'il fallait que je revienne et que je réintègre mon corps dont je venais de me libérer. J'ai supplié de rester, j'aurais tout donné de moi pour rester. Mais je n'ai rien pu faire. Une aspiration énorme m'a fait revenir en arrière à une vitesse folle. Et je me suis de nouveau retrouvée dans mon corps avec cet homme en blouse blanche qui transpirait en me massant la poitrine. Donc cette personne-là était en train d'être réanimée. Je trouve que c'est un témoignage qui, voilà, de toute façon, il rejoint beaucoup de témoignages. Les personnes n'ont pas envie du tout de se suicider à leur retour des NDE. Au contraire, elles ont compris le sens de la vie. L'important, c'est la préciosité de la vie. Et elles le disent toutes, c'est très très important, même si voilà, on est dans un bonheur infini, une connaissance, enfin voilà, tout est, le bonheur est infini. C'est très important d'expérimenter cette vie et d'en faire le meilleur tous les jours. Donc on arrive là aux clés que donne Jean-Jacques Charbonnier pour affronter les différentes épreuves de la vie. Alors les pires épreuves de la vie, les différentes épreuves de la vie qu'il donne, je les avais listées, je les ai plus. Donc il y a la mort d'un proche évidemment, un handicap lourd et définitif, la perte de son animal aussi, il y a la ruine, la perte d'un emploi, enfin vous voyez des choses voilà, qu'il faut affronter dans la vie. Parfois la vie alors tout le monde n'aura pas heureusement à affronter ces épreuves, mais par exemple la mort, on aura tous un jour à l'affronter et on risque très certainement de la voir arriver parce qu'on va se voir vieillir, on va se voir tomber dans la maladie sauf si on meurt d'un accident. Et voilà, il donne notamment enfin voilà, il donne un conseil pour lui qui a très souvent annoncé des décès, c'est bien malheureux. Il donne un conseil en fait pour annoncer des décès. Il dit: fermez les yeux, mettez vos deux mains sur votre visage et appuyez vos pouces sur vos oreilles pour vous couper de toute information sensorielle. Débarrassez-vous de toutes les idées qui analysent la situation et sont exclusivement relayées par votre petite personne qui ne s'adresse qu'à votre ego en renforçant vos peurs et votre colère. Pensez uniquement à l'être cher qui vient de partir. Adressez-vous à son esprit désincarné. Ne pensez surtout pas à vous. Ne parlez par télépathie à cet esprit. Par télépathie à cet esprit qui vient de se libérer de son enveloppe corporelle. Souhaitez-lui un bon et beau voyage de l'autre côté. Dites-lui combien vous l'aimez. Donnez-lui l'autorisation de monter dans la lumière. Dites-lui que vous savez qu'il va être heureux, car vous avez entendu le récit de certaines personnes déclarées mortes qui sont revenues pour raconter ce qu'elles avaient vécu. Dites-lui qu'un jour vous aussi vous ferez ce même voyage et que vous vous retrouverez. Dites-lui combien vous êtes heureux de le ou de la savoir heureuse. Demandez-lui de vous accompagner tout au long de votre vie terrestre et de vous répondre chaque fois que vous l'appellerez. Priez. Quand vous sentirez que votre mental est mis en sourdine et que les pensées dirigées vers vous deviennent rares, inspirez une grande bouffée d'air et offrez à l'être cher tout votre amour en lui donnant la permission de partir dans l'au-delà. C'est très sage. Quand on perd quelqu'un de proche, après il faut avoir la capacité de le faire, mais en tout cas, bon, voilà, il donne quand même les outils. Je pense que ça, en respirant profondément, en essayant de faire baisser le stress, on peut effectivement, au-delà d'affronter un décès, en affrontant une épreuve de la vie, comme la perte du travail ou la ruine, tuer son ego et essayer d'écouter un petit peu ce que la vie nous dit, quel message elle veut nous donner. Voilà, et se rappeler qu'on est très certainement une conscience incarnée ici pour se préparer, pour évoluer et se préparer à quelque chose. Et voilà, il faut essayer de faire au mieux. Ce qui est bien, c'est que concrètement, il ne fait pas qu'écrire des livres et raconter les expériences de ces personnes. Il fait aussi des ateliers. Je vais participer en septembre à un atelier où il met les gens en état d'hypnose, puisque voilà, dans son métier, il s'est formé aussi à l'hypnose pendant un peu plus d'1 an et il a appris
voilà, faire baisser la conscience analytique du cerveau aux personnes, puisque maintenant on sait qu'il y a des opérations qui se font sous hypnose pour ne plus utiliser d'anesthésiant. Et voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit dubitatif, qu'on y croit. Il faut expérimenter et se faire sa propre opinion, c'est très important. Voilà, il propose donc cette théorie selon laquelle finalement on serait relié au tout. Moi, ça fait des années que je parle à mon entourage et que, au bout du bout, même avec la conscience analytique, quand j'essaie de comprendre les choses, de trouver un sens et un lien à tout, ma théorie, c'était qu'en fait, le cerveau est comme une éponge. Il retient la conscience et il n'est pas du tout créateur de conscience. Pendant très longtemps, les médecins, les scientifiques ont d'ailleurs dit que le cerveau crée la conscience sans le prouver finalement. Il n'y a aucun... c'est pas possible de toute façon que ce soit prouvé. Le cerveau ne crée pas la conscience. La conscience persiste au-delà de l'activité du cerveau et de sa vie. Le cerveau est un muscle qui permet, comme un iPhone finalement vous transmet les informations d'un iCloud. Le cerveau permet de transmettre certaines informations. Mais du coup, c'est aussi limité que la capacité de ton iPhone à, voilà, à accueillir de l'information selon sa carte mémoire. Tout l'iCloud ne peut pas tenir évidemment sur ton iPhone. Voilà, si quelqu'un est motivé encore une fois pour lire les 2 autres ouvrages, moi j'aimerais beaucoup connaître la suite. Peut-être que j'aurai l'argent et le courage de l'acheter et de vous faire le résumé avant la fin du défi. Je suis quand même en retard. Il me reste encore 2-3 livres, dont un que j'ai quand même, dont j'ai pas mal avancé sur la lecture. Mais j'avoue que je me rends compte du travail parce que c'est long de faire le résumé, de préparer. Même si honnêtement, vous voyez bien, les vidéos elles sont faites à l'arrache, mais il faut bien aussi au bout d'un moment avancer. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. La vidéo est longue, 22 minutes, mais ça en valait le coup parce que c'est un très bon livre à avoir. Et je vous invite fortement à lire le professeur Jean-Jacques Charbonnier ou même d'autres auteurs que vous devez connaître, notamment Raymond Moody, Eben Alexander qui est aussi un médecin, l'ironie du sort alors qu'il était extrêmement dubitatif à tout ça, médecin qui opérait les personnes au niveau du cerveau, donc chirurgien du cerveau, a fait lui-même une NDE et est revenu totalement transformé et maintenant il lutte, enfin il lutte, non, on n'est pas dans la lutte, il rapporte son témoignage et il essaie voilà, d'informer les gens pour qu'ils évoluent et qu'ils fassent leur chemin. Vous trouverez aussi plein de livres qu'il a écrits, et notamment un avec le professeur Raymond Moody. Voilà, ben je vous dis à plus et puis bon chemin à vous. Ciao.